Bonjour à tous, alors cette semaine à la loupe vous emmène en mer, du moins sous les mers, en abordant l'armement de marine via l'archéologie sous-marine et notamment les artefacts retrouvés sur les épaves de la Natière, deux corsaires qui ont été fouillés dans la baie de Saint-Malo entre 1998 et 2008 par le DRASM et l'association d'archéologie maritime Adramar. Alors pour commencer, je vous ai mis un petit tableau de l'abordage du Kent par Louis Garneret, qui était lui-même matelot sur le bateau lors de la prise de l'Indian Man, un bateau anglais de la Compagnie des Indes orientales, qui était 2 fois plus important que le corsaire de Robert Surcouf, avec 2 fois plus de canons et 2 fois plus d'hommes. Ce bateau, alors déjà d'une part, c'est une des plus belles prises de l'histoire maritime française, une des plus belles prises de guerre, et d'autre part, il est assez représentatif de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de la bataille de la guerre navale, notamment avec l'abordage. On va essayer justement de déconstruire un petit peu cette idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre en mer a beaucoup évolué de la fin de la période médiévale au XVIIIe siècle, notamment avec l'évolution de l'artillerie et l'augmentation des calibres. Donc on a eu tendance à partir du XVIIe siècle à prioriser l'utilisation des batteries de canon. Normalement, quand on engageait le combat, on engageait la bataille, on tirait des coups de sommation, des coups de canon pour un peu montrer les gros bras et impressionner l'adversaire. Ensuite, on continuait de tirer des coups de canon pour essayer de le mettre à la raison. Dans l'étape précédente, on pouvait aller jusqu'à essayer d'endommager ses parties manœuvrantes comme le système de direction, son gréement et ses espars. Et ensuite, vraiment, en dernier recours, si l'ennemi est toujours belliqueux, essayer de l'aborder. Et en règle générale, après quelques gouttes de sang versées, l'équipage le plus faible est mis à la raison et se rend au vainqueur. Alors, commençons par cette artillerie. Du coup, les canons étaient organisés en batterie sur le pont et les gaillards avant et arrière des bateaux. Le type de canon était calculé en fonction de son calibre. Déterminé par son poids en livres de boulets envoyés. C'est-à-dire qu'un canon de 6 livres envoyait des boulets de 6 livres de 2,7 kg. Un canon de 30 livres envoyait des boulets de 30 livres de 13,5 kg. Pour avoir un ordre d'idée, un canon de 30 pesait environ 3 tonnes, mesurait près de 2,5 mètres et nécessitait 5 kg de poudre pour envoyer le boulet à 1,5 km. Donc ces canons, à la fin de la période médiévale, début de la période moderne, étaient plutôt en fonte métallique de plusieurs pièces assemblées par du cerclage. Donc c'est des canons qui étaient assez dangereux et délicats à utiliser. Du coup, on a essayé très vite de trouver une solution et on a adopté dès la fin du XVIe siècle des canons en bronze, puis après des canons en fer, en fonte de fer, qu'on a eu les moyens techniques pour pouvoir forer au diamètre nécessaire. Du coup, avec ces canons, on pouvait envoyer plusieurs types de projectiles, des boulets pleins pour endommager les structures et la coque du bateau, des boulets ramis, ou qu'on dit aussi anges à 2 têtes, qui permettaient en tournoyant d'essayer d'endommager les espars ou les superstructures du bateau, de la mitraille pour essayer de toucher le pont et les équipages, et des boulets rouges des fois incandescents même pour essayer de mettre le feu aux structures. Dans les calibres plus modestes apparaissent à la fin du XVIe siècle ce qu'on appelle les pierriers ou les coulevrines, appelés aussi dans la Royale chien vert en rapport avec le cuivre présent dans le bronze, qui étaient plutôt fixés et positionnés sur les ponts et les plabords des bateaux, qui étaient des petits canons assez manœuvrants, plutôt des armes antipersonnelles efficaces. Et puis après, voilà, il y a toute une gamme de canons et d'artillerie qui a pu évoluer pendant toute l'époque moderne. À la fin du XVIIIe siècle, on a utilisé des calibres plus petits sur des canons plus manœuvrants, mais
plus puissants, comme la caronade qui armait les bateaux de la Royal Navy. Voilà, donc en fait, à la fin du XVIIIe siècle, c'était vraiment priorité à l'artillerie, quoi. Plus on mettait de canons, mieux c'était pour le bateau et pour la guerre en mer. Pour avoir un ordre d'idée, une frégate de premier rang armait 60 pièces d'artillerie et était composée de 500 marins. Et on a été jusqu'à des vaisseaux de premier rang armés de 118 canons, comme l'État de Bourgogne lancé en 1790 ou encore l'Orient qui a été lancé en 1791. Concernant les armes blanches, comme vous en doutez, on utilisait le fameux sabre d'abordage. Ce qu'il faut noter, c'est que c'était une arme qui était un peu plus courte que les armes blanches utilisées sur les champs de bataille plus conventionnels ou dans la cavalerie, du fait que on se battait sur une zone assez confinée, sur un pont de bateau où l'on était entouré de voûtes, de structures en bois. Donc c'était un espace restreint. On a pu retrouver aussi, par exemple sur la Dauphine, des éléments d'épée, mais là on touche plus du coup à des armes d'apparat, des armes de prestige qui étaient sûrement destinées au commandement et aux officiers, qui même si elles ont peut-être servi dans un cadre guerrier, du moins n'avaient pas lieu d'être pour se battre sur le pont d'un bateau. Alors lors de l'abordage, les marins avaient le choix entre tout un panel d'armes qui pouvaient varier, que l'on soit sur un bateau de la Royale ou sur un bateau armé en course. Quoi qu'il en soit, les matelots pouvaient se battre avec des coutelas et des poignards, avec des haches d'abordage, avec des pics de marine. Ces derniers étaient aussi utilisés comme outils du quotidien et éventuellement comme armes lors des abordages. Mais l'infanterie de marine, elle pouvait se battre avec des briquets, qui sont des sabres assez courts, et puis tout un tas d'autres éléments comme ces grenades qui ont été découvertes sur l'épave de la Dauphine. Pour finir, je vais vous présenter une de mes armes d'abordage de prédilection, le sabre dit cuir à peau. C'est une arme qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, notamment avec les guerres révolutionnaires et les guerres de l'Empire. Là, on est sur un modèle de 1833. On peut voir que la lame est plutôt courte, mais massive et imposante, et que la garde, du coup, est formée par un espèce de pot de cuillère ou une louche de marmiton. C'est de là que viendrait l'expression régler les choses en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, à la loupe sur l'armement de marine est fini, les loulous, gardez le cap.